En 1978, aux États-Unis, Jim Jones, le gourou d'une secte très connue qui s'appelait le Temple du Peuple, a convaincu plus de 900 de ses fidèles à commettre un suicide collectif en buvant du cyanure. Plus récemment, en 2014, un pasteur sud-africain, Daniel Lessogo, fait scandale aussi après avoir poussé ses fidèles à manger de l'herbe. Quelques mois plus tard, il rebelote en leur faisant boire du pétrole. Et en 2015, un de ses fils spirituels, un autoproclamé prophète, se fait lui aussi connaître en faisant manger à ses paroissiens des serpents vivants, soi-disant que ça devait se transformer en chocolat une fois dans leur bouche. Forcément, à chaque fois que ce genre d'histoire émerge, les réactions sont nombreuses et virulentes et l'indignation est au rendez-vous, avec raison. Beaucoup de personnes sont choquées, beaucoup de personnes condamnent les actes des gourous, mais critiquent aussi les victimes en se demandant mais comment des gens peuvent se laisser manger l'esprit à ce point? Est-ce que c'est de la bêtise extrême? Est-ce que c'est un esprit de mouton? Comment une personne normale peut rejoindre une secte et se laisser manipuler de cette manière? Et si je vous disais que c'est le même processus que celui qui nous pousse à acheter cette chaussure, cette montre, ce parfum, ce sac, ou même à boire cette bière, parce qu'on a vu notre star préférée avec dans une publicité, ou à prendre nos médicaments tels que prescrits dans l'ordonnance, ou même au niveau le plus simple, à passer le piment à table lorsque quelqu'un nous demande. Parlons un peu psychologie. Aujourd'hui, on va parler d'influence sociale, plus précisément de compliance. Compliance, c'est un anglicisme. La compliance, c'est un terme anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français. Ça vient du mot anglais compliance et c'est un type d'influence sociale bien spécifique. La semaine dernière, on a parlé de conformisme, quand on change notre comportement automatiquement pour imiter un groupe. La compliance, c'est un changement de comportement à la suite d'une demande directe. Donc c'est lorsqu'on fait ce que quelqu'un d'autre nous demande de faire. La compliance a plusieurs formes et plusieurs niveaux. Ça peut être une simple demande. Est-ce que tu peux m'aider à soulever ça, s'il te plaît? Ça peut être le fait d'acheter un produit après avoir été convaincu par le vendeur ou la publicité. Et ça peut être le fait de suivre les instructions à la lettre dans un mode d'emploi. Ça peut être très très clair, très ouvert, très évident. Ça peut aussi être beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus long, plus calculé et plus subtil, à tel point que nous-mêmes, on ne réalise même pas qu'on est en train de se soumettre à la requête de quelqu'un d'autre, même quand ça va contre nos intérêts. Les psychologues sociaux reconnaissent 4 techniques de compliance, des techniques de manipulation qui marchent particulièrement bien. Et ce sont des méthodes très astucieuses que certains esprits malins utilisent pour réussir à nous pousser à la compliance la majeure partie du temps. La première sur laquelle on va se concentrer pour cette vidéo, c'est la technique du pied dans la porte. La personne commence par faire une petite demande qui ne nous coûte rien, elle obtient notre accord et ensuite, elle nous fait une deuxième demande un peu plus grande. Imaginez qu'un jour vous circulez en ville et on vous arrête pour vous demander de l'aide pour sauver la forêt équatoriale. Excusez-moi, madame, monsieur, nous sommes une organisation, on travaille contre la déforestation en Afrique. Est-ce que vous saviez que les éléphants sont en danger à cause de la destruction des forêts? On a monté une pétition, on a besoin de 10 000 signatures pour exiger que l'Union africaine agisse. Vous allez dire, ok, signature, pas de souci. C'est la terre de nos ancêtres, on doit faire quelque chose, pas de problème, vous savez, l'Union africaine, ces gens-là. Vous prenez la pétition et vous la signez. Ensuite, ils vous disent, merci beaucoup. Votre aide nous permettra de sauver nos terres et si vous voulez, vous pouvez aussi écrire votre numéro de téléphone et votre adresse. On vous fera signe lorsqu'on a d'autres campagnes. Vous dites, ah ok, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il rajoute, oh, et vraiment merci beaucoup. On accepte aussi des dons. Si vous avez même 1000 francs ou même une pièce de 500, ça nous permettra de pouvoir contribuer à la lutte contre la déforestation en sensibilisant les communautés et en plantant des arbres. À ce moment-là, vous dites, ok, mon porte-monnaie. Et vous donnez l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le but depuis le départ, c'était de vous demander de donner l'argent et d'avoir votre contact pour solliciter plus de dons plus tard. La pétition n'était qu'une première étape, un faux semblant dans le processus de manipulation. Mais le demandeur savait qu'en vous arrêtant simplement et en vous demandant de l'argent contre la déforestation, vous auriez dit « Non, j'ai pas le temps, je suis désolé, j'ai pas l'argent ». Et ce sur quoi le demandeur comptait, en commençant par la pétition, c'est le fait que lorsqu'on accepte une petite demande, on a plus de facilité à accepter une grosse demande plus tard. En 1966, 2 chercheurs américains, Friedman et Fraser, ont voulu tester l'efficacité de la technique du pied dans la porte. Ils demandent à un complice de téléphoner à un groupe de femmes en Californie et de se faire passer pour l'employé d'une organisation qui s'intéressait aux habitudes des consommateurs. Ils devaient demander aux femmes de répondre à un questionnaire sur les produits ménagers qu'elles utilisent. Le questionnaire était rapide, 2-3 questions, moins de 5 minutes, il remerciait les femmes. Et 3 jours plus tard, le complice devait rappeler chaque femme qui avait répondu au questionnaire et leur faire une demande beaucoup plus culottée. Cette fois-ci, il devait leur demander si elles permettraient que 4 ou 5 hommes, un groupe de 4 ou 5 hommes viennent dans leur maison pendant 2 heures, fouiller partout les tiroirs, les placards pour faire l'inventaire, la liste de leurs produits ménagers.
Et pour voir si la technique était efficace, ils ont pris un autre groupe de femmes en parallèle que le complice a aussi appelé, mais sans passer par l'étape du questionnaire. Donc il a appelé directement en demandant « Bonjour madame, je travaille pour une organisation qui s'intéresse aux habitudes des consommateurs. Est-ce que vous pouvez permettre que 5 ou 6 hommes viennent chez vous, fouiller votre maison pendant 2 heures et faire la liste de vos produits ?» La technique du pied dans la porte s'est avérée être plus efficace. Lorsque la demande de permettre qu'un groupe d'hommes étrangers viennent dans leur maison fouiller pour 2 heures, était faite directement, seulement 2 femmes sur 10 ont accepté. Lorsque la technique du pied dans la porte était utilisée, donc on les appelle d'abord pour un sondage, ensuite on les rappelle 3 jours après, 5 femmes sur 10 ont accepté d'avoir des étrangers venir fouiller leur maison. Pourquoi ça marche? La technique joue sur notre perception de nous-mêmes. On pense souvent que la pensée influence notre comportement, mais ce n'est que partiellement vrai. Parfois c'est le contraire. Pour en revenir à l'exemple de la pétition pour sauver la forêt équatoriale, lorsque je dis oui à la première requête et que je signe la pétition, mon cerveau observe mes actions et je me convainc que j'ai raison de le faire, que c'est important de prendre soin de nos forêts et je me vois comme le genre de personne qui a envie d'aider pour protéger la terre de ses ancêtres. Ensuite, l'être humain a un besoin fondamental de cohérence. On n'aime pas contredire nos actions, on n'aime pas contredire nos croyances. Donc lorsque la demande de l'argent arrive, je viens juste de dire que c'était important de sauver la forêt équatoriale, je viens juste de signer une pétition pour démontrer que c'était important pour moi, ce serait me contredire si je ne donne pas l'argent. Tant que la grande demande est alignée avec la petite, le but c'est de sauver la forêt équatoriale, la technique marche. Mais aussi, le fait d'être approché avec une petite demande qui ne nous coûte rien nous met en confiance. Ça baisse notre garde et on communique avec l'autre, on établit un rapport. Lorsqu'on établit un rapport avec le demandeur, c'est plus difficile de refuser une requête. C'est pour ça qu'on se sent nerveux quand on va dans un magasin où les produits sont chers, qu'on veut juste regarder et qu'un des vendeurs ou une des vendeuses vient nous demander si on a besoin d'aide. On se dit généralement non, faut pas déjà beaucoup venir, je n'ai pas d'argent, je veux juste regarder. Mais pourquoi on sent la pression? Parce qu'on sait qu'une fois qu'on s'engage dans la conversation avec eux, ils vont nous aider, ils vont nous montrer le produit, ils auront un pied dans la porte. Et ce sera plus difficile après pour nous de refuser d'acheter. On va se sentir endetté. Ou alors on aura honte de dire « je n'ai pas l'argent pour acheter ça ». Demandez-vous pourquoi certains vendeurs dans les marchés, par exemple, vous font goûter des échantillons de leurs produits. Vous me direz « mais si je goûte et que j'aime, j'achète ?» En fait, non. C'est pas tellement votre appréciation du produit qui va vous pousser à l'acheter. C'est le fait qu'après avoir goûté et dit que c'est bon, le vendeur va vous dire, OK, on a la barquette de 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Et à ce moment-là, vu qu'on a déjà dit que c'était bon, on a créé le rapport avec le vendeur, on se sent obligé d'acheter et d'honorer notre parole. Surtout que lorsqu'on a déjà goûté, c'est gênant de dire non merci, j'ai déjà avalé. Donc, c'est quoi la leçon? La technique du pied dans la porte peut favoriser un comportement positif, comme le fait de faire des dons pour une bonne cause. Et si vous êtes un vendeur, ça peut considérablement augmenter votre profit. Dans une relation, ça aide à construire un rapport de confiance. Tu m'as aidé lorsque j'avais tel petit souci, je sais que je peux te faire confiance pour tel autre souci. Et ça peut aussi permettre une introduction à l'autre dans une situation amoureuse. Demander un renseignement avant de demander un numéro de téléphone. Mais au pire, ça peut conduire à des abus. Certains d'entre vous, par exemple, ont en tête ces gens qui, lorsqu'on leur donne le doigt, ils nous prennent le bras. Ces faux amis ou connaissances qui sont des profiteurs et qui viennent nous voir avec des problèmes toujours plus grands chaque semaine. Les partenaires aussi violents et abusifs dans les relations qui manipulent et qui augmentent leur contrôle sur les vies de leurs partenaires au fur et à mesure. D'abord, c'est des remarques désobligeantes, des critiques, des insultes, des interdits et après, c'est la violence physique. Et enfin, il y a aussi la manipulation que l'on observe dans les sectes. Les gens n'en arrivent pas à boire du poison, à manger du gazon à cause d'un esprit de mouton ou quoi que ce soit. C'est généralement le résultat d'un processus délibéré de manipulation graduelle. On leur a pris leur argent, leur temps, leur énergie, leur autonomie petit à petit. Et ça commence toujours avec un pied dans la porte. Alors voilà, c'était tout pour Afropsychologie aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres techniques de compliance, les avantages et leurs dangers. Si cette vidéo vous a plu, merci de like et de follow la page La Minute Afropsychologie sur Facebook. Merci de réagir et de commenter surtout. Cela me permettra de savoir si vous avez des questions et de les adresser lors d'une prochaine vidéo ou d'un live.